vas-y, pourquoi pas. Vas-y, pourquoi pas. J'ai un scoop pour vous. Penalty sur Ronny Lopez à la 151e. Vous me demandez pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR, mais la VAR ne fonctionnait pas. Le Colombien qui a pris dessus, il a réussi son dribble. Falcao, oui, il est mort. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Bonjour, bonsoir à toutes et tous. On se retrouve pour ce débrief de la 14e journée de Ligue 1. Monaco qui se déplaçait au stade Vélodrome et Monaco malheureusement qui s'est incliné 2-1. Avec moi pour débriefer cette rencontre, il y aura Patrice et Boris. Salut messieurs. Salut Rome, salut à tous. Salut à tous. Bon, pour ceux qui sont sur Twitch, il n'y avait pas de son, ça vient d'être réglé, donc logiquement, le son est revenu. Voilà, c'était juste une petite manip qui manquait. Et puis pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, venez nous écouter sur Twitch. Maintenant, tous les lives et d'après-match seront faits sur Twitch. Alors, il y aura évidemment le re-upload sur YouTube, hein, mais pour ceux qui veulent participer en direct, hein, c'est sur Twitch maintenant que ça se passe à 100%. Bon, messieurs... On a eu un départ raté comme l'AS Monaco ce soir, si je peux me permettre. C'est un peu ça, sauf que nous, on a tout de suite réussi à redresser la barre, Boris. On s'est pas dit que c'était fini et on n'a pas annulé le live pour autant, malgré tout. Donc, messieurs, vos 3 points de cette rencontre. Je vais commencer par toi, Patrice. Qu'est-ce que tu as envie de retenir de cette rencontre, hein? Je vais retenir déjà le beau 0 pointé qu'on fait contre tous nos adversaires directs. Bon, si on met de côté le match contre le PSG, ça perd à Rennes, ça perd à Lyon, ça perd à Lille, ça perd à Marseille. Ça commence à faire beaucoup. Si je vois qu'on rencontre les adversaires avec qui on est censé jouer la Coupe d'Europe, on leur lâche des points, on va avoir du mal à gagner en Coupe d'Europe. En début de saison, on était beaucoup sur Radio Diagonale à avoir parlé de la 5-6e place. Je crois que ça va être notre place, hein, parce que si on ne fait pas plus d'efforts que ça, on y va tout droit. Mon deuxième point, ce sera les erreurs défensives, que je répète assez régulièrement, mais encore cette fois-ci, on en fait 2 belles où on donne le ballon à l'adversaire pour se prendre des buts. On verra dans le match que Marseille n'a pas plus d'occasions que ça, hein, à part ces 2 erreurs-là. Et le dernier point, Boris en parle un peu plus, mais c'est surtout dans le jeu où il n'y a vraiment rien qui se passe. C'est pas beau du tout à voir et on n'a pas l'impression qu'on est dangereux. Ouais, c'est vrai. Boris, de ton côté? J'avais parlé dans le débrief de Lille d'un retour sur Terre. Là, je dirais que c'est retour sur Terre épisode 2, voire retour plus bas que Terre. On a cru peut-être à un moment donné être de taille pour jouer la 2-3e place. On revient nettement sur Terre avec 2 belles défaites face à Lille et à l'OM. Et puis, comme le disait Patrice, face globalement à tous nos concurrents directs. Donc, retour sur Terre un petit peu, retour des ambitions un peu à la baisse, et puis retour au charbon. Un deuxième point sur 30 minutes cauchemardesques, hein, qui ont vraiment coûté le match ce soir. C'est un match un petit peu... J'avais tempéré l'analyse du match face à Lille parce que j'avais trouvé que c'était un match où on a été quand même dans le match pendant une grosse 50aine de minutes jusqu'à l'ouverture du score. Ce soir, on a été dans le match 1 minute, le temps de rater une occasion, et puis derrière on a plus existé. Donc pour moi, je les mets pas sur le même plan. Je trouve ça encore plus inquiétant ce qu'on a vu ce soir. Et puis dernier point, effectivement, Patrice m'a fait la passe D. Manque de créativité quand même assez criant dans cette équipe, dans des situations où Marseille à un moment donné nous a laissé beaucoup le ballon, à reculer, et on voit d'énormes difficultés à bousculer un bloc bien en place, à tenter des choses, à se procurer des occasions. On s'en procure quand même, mais on a du mal à le faire par des attaques placées, à bouger un bloc, et on n'a pas forcément les joueurs pour le faire non plus. Donc effectivement, quand on concède l'ouverture comme ça fait 2 fois de suite, on a beaucoup de mal derrière à inquiéter ces équipes en face. Ouais, tout à fait. Moi, au niveau de mes 3 points, le premier, évidemment, c'est sur l'entame, mais plus sur l'aspect faillite un peu mentale. Voilà, il y a cette première grosse occasion manquée, et derrière, il y a ce but un peu casquette. Alors, on va évidemment
en reparler, mais la sensation, ouais, que une fois que cette première occasion est ratée et que le premier but arrive, derrière, ça a été catastrophique. Il y a eu énormément de déchets techniques, et c'est vrai que je faisais le parallèle dans notre conversation WhatsApp avec le tennis, mais c'est exactement ça. C'est l'impression d'un joueur qui a 3 balles de break d'entrée dans un match, qui les fait pas et qui du coup derrière se dit bon bah c'est perdu, ça sert à rien de continuer. Donc ce soir on était un peu l'AS Benoît Paire. Le deuxième point, et ça va revenir un petit peu sur le premier, c'est le cas Ben Yedder. Je suis extrêmement déçu de son début de saison et globalement je ne le cesse de le répéter depuis déjà de nombreux débriefs. Alors le début de saison, il y avait l'excuse il est tout seul en pointe, mais hormis les pénaltys, il y a quand même pas grand chose à se mettre sous la dent. J'étais à 2 doigts même de vouloir Pellegrini carrément titulaire dès le coup d'envoi. Après, avec du recul, je me dis que on peut pas se passer de Ben Yedder dans l'absolu, mais vu ses prestations actuelles, la question quand même commence peut-être un petit peu à se poser. Et enfin, le dernier point, c'était un petit peu ton point également, Patrice. On avait parlé de 2 tests qui arrivaient après Nîmes. Les 2 tests, on les a fait, c'était à l'extérieur évidemment, hein. On s'est énormément déplacé, si on regarde bien, on s'est déplacé à Lyon, on s'est déplacé à Rennes, on s'est déplacé à Marseille, on s'est déplacé à Lille, on s'est déplacé à Nice. En fait, on a reçu que le PSG comme grosse équipe, mais on a quasiment toujours perdu, mis à part Nice, évidemment. Donc voilà, on n'est clairement pas au niveau, notre place au mieux est 5e. En tout cas à l'heure actuelle, donc voilà, c'est un peu décevant parce que après Paris, on avait de beaux espoirs, même si le match était très particulier, et malheureusement, tout est un petit peu tombé à l'eau maintenant, et voilà, on a hâte que la barre se redresse avec les prochains matchs sur le papier plus facile. Messieurs, Pas le prochain. pas le prochain c'est face à Et Lens. Lens. Lens, qui tourne très très bien en ce moment. Donc ça va être un match pareil. Bon, après, c'est à domicile, on y arrive beaucoup mieux. Oui, c'est vrai que Lens carbure bien, mais est-ce qu'ils sont pas un petit peu en sur-régime? On verra. De toute façon, c'est vrai que c'est la prochaine rencontre de mercredi. En tout cas, la compo, Boris, équipe type, j'ai quasiment envie de dire, hein. Ouais, équipe type, encore une fois, toujours les absences de Lecomte et Oui, et de Golovin, mais équipe type des présents en tout cas. Peut-être qu'un Fabregas aurait pu éventuellement aussi prétendre à un poste, mais c'est ce qu'on disait contre Lille l'autre jour avec Patrice. On a vraiment ce 11 là aujourd'hui, avec Fabregas qui serait une espèce de 12e homme qui parfois gratte une place au gré des circonstances. Mais voilà, on a perdu à Lille avec cette équipe, mais ça ne change pas forcément les convictions que pouvait avoir Kovac avant le match. Et puis, j'avoue que moi aussi, je ne suis pas sûr que j'aurais changé grand-chose sur ce 11-là. C'est là qu'on voit aussi peut-être qu'on manque un tout petit peu d'alternatives sérieuses, de vraies alternatives pour mettre un peu plus de concurrence. On va enchaîner beaucoup de matchs dans les prochaines semaines. Donc, il y aura sûrement un peu de turnover forcé. Ça permettra peut-être de voir des joueurs, mais voilà. Le 11 là actuel, il était attendu du moment qu'on a vu le groupe, je pense. Ouais. Patrice, même son de cloche, tu t'attendais à ce 11? Ouais, du moment que Fabregas a été annoncé blessé et pas présent dans le groupe, c'est le 11 que je m'attendais à voir. Moi, j'aurais souhaité que Fabregas soit titulaire, je m'y attendais, pour un peu renforcer notre milieu de terrain et un peu changer l'équipe qui avait joué contre Lille. Après, du moment que Fabregas n'était pas là, il n'y a pas d'autre solution, en fait. On est obligé de faire jouer ces joueurs-là tant qu'on n'a pas un Golovin qui va revenir. Donc, Du coup, pas de c'était surprise. à la place de qui, si tu comptais sur Fabregas? De faire descendre en 10 à la place de Voland. D'enlever Volante, du coup, voilà. C'était ma Dans question. Voland et laisser, voilà. D'accord. Ok. Oui, pourquoi pas, c'était une possibilité. C'est vrai que Fabregas, en plus, longtemps a vécu sur ce premier match face à Marseille, qui longtemps a été son seul bon match. Bon, son début de saison, quand même, il nous a apporté quelques bonnes performances, mais c'est vrai que on pouvait espérer qu'il puisse être présent comme Joker, un peu comme il avait été face au PSG. Malheureusement, il n'était pas présent. Il n'était pas présent cet après-midi. Bon, messieurs, le match, on en parlait dans nos points, Boris, cette entame catastrophique, ce but quasiment tout fait raté de Ben Yedder, et puis derrière, tout s'enchaîne et tout s'enchaîne très très mal.
Ouais, bah c'est un peu le what if de ce match, hein, parce que si Ben Yedder met cette What if occasion si. et c'est le what if si, comme dirait l'autre, si Ben Yedder met cette occasion et on sait que Ben Yedder a largement les qualités pour mettre cette occasion, hein, de toute façon il ne faut pas être un très grand attaquant, bon le match est forcément différent derrière, et là c'est un beau raté qui rejoint un petit peu ton point, hein, Ben Yedder vraiment en grande difficulté, parce que c'est vraiment le genre d'occasion qui nous avait pas du tout habitué à rater, notamment l'an dernier, où c'était quand même quelqu'un de très très sûr dans la surface. Il pouvait lui arriver de traverser des matchs sans avoir trop d'occasions, mais quand il y avait des occasions, en général, c'était au fond. Et là, c'est pas le premier de la saison, mais ce raté, il est assez emblématique et il va avoir de très très graves conséquences par la suite, vu qu'on va rapidement nous concéder aussi une occasion. Et par contre, le résultat, ça va pas être le même cette fois. Ouais, Patrice, cette ouverture du score marseillaise, alors ça part d'une mauvaise relance entre Dizazi et Aguilar. Les deux joueurs ne se regardent même pas, en fait. Aguilar tourne à moitié le dos à Dizazi qui lui fait une passe dans les pieds. Et puis derrière, Badiachile un petit peu soft, on pourrait dire, sur Benedetto. Ouais, bah moi je reproche surtout la passe à Disasi, que je la trouve pas correcte, pas assez prononcée, pas assez forte pour Aguilar. Je la trouve qu'il y a un peu un contre-tempo de la façon qu'il a d'avancer. Alors certes, lui aussi ne regarde pas Disasi, parce que je pense qu'il veut vraiment écarter le jeu, il ne s'attend pas à recevoir le ballon tout de suite. Et du coup, la passe est molle, et du coup, il fait une perte de balle très très rapide à Aguilar. Et d'ailleurs, les deux attaquants jouent magnifiquement bien. Je trouve, même sur le coup, j'ai pas vu forcément Abadiachil euh, qui est fautif sur le but, sur le ralenti un peu plus. Mais non, Benedetto fait ce qu'il faut avec un très bon centre pour Thauvin, qui lui, par contre, contrairement à Lucien Beneder, rate pas du tout l'occasion, il la place magnifiquement de la tête. Oui. Et là, on peut rien reprocher en tout cas à Manonnet sur ce but. Encore une fois, parce que bon, les buts qu'il prend ces temps-ci, il peut pas faire grand-chose. Non, là, c'est sûr que la tête, elle est à bout portant, elle est en pleine lucarne, il y a pas grand-chose. Non, Badiachil, c'était plus sur le côté qui presse pas, qui n'est pas assez agressif, quoi. Enfin, Ouais, il, qui laisse un peu Benedetto centrer tranquillement. Je il vois ce le que tu veux dire. laisse, il le laisse réussir son geste, enfin, en tout cas, avoir la chance de le réussir, et Benedetto le réussit. Donc, c'est en ça qu'on peut un petit peu lui reprocher la chose. En tout cas, Boris, quelques minutes plus tard, on prend quasiment les mêmes et on recommence. Ça se passe de l'autre côté ce coup-ci. C'est une perte de balle de Caillot. Et là, ce coup-ci, c'est Thauvin à la passe pour Benedetto. Ouais, c'est quasiment un copier-coller. L'exécution, le geste n'est pas le même au final, mais effectivement, c'est une perte de balle de notre latéral. Là, la passe, je ne trouvais pas particulièrement, et Non. peut-être moins problématique, hein. La passe qu'il reçoit, c'est vraiment un contrôle raté, une perte de balle, qui est aussi le fruit d'un très bon pressing de l'OM, hein. L'OM nous a vraiment très très bien pris ce soir à ce niveau-là. Et derrière, la qualité effectivement des deux joueurs, Thauvin et Benedetto, qui ont fait à chaque fois des gestes parfaits sur les deux buts. Benedetto qui est quand même très esselé aussi pour reprendre pour faire sa reprise. Je pense que c'est un Aguilar qui devrait avoir un peu plus l'œil sur lui et le suivre jusqu'au bout de l'action. Puis un très beau geste aussi, hein, de sa part pour conclure, un Thauvin qu'on laisse aussi un petit peu centrer facilement. Il n'y a pas non plus une opposition très, très agressive. Donc effectivement, deux buts qui se ressemblent énormément, qui sont des copier-coller. Je ne trouve pas non plus que Manonnet puisse faire grand-chose sur celui-là. Il est vraiment fusillé de près. Voilà, départ cataclysmique, hein. Ouais, juste, c'était un de tes points, Patrice, sur les erreurs défensives. C'est vrai que c'est un gros problème, hein. Ça fait maintenant plus de 2 ans que ça dure. On espère par moment que ça s'arrête. Et puis malheureusement, là, ce soir, on est vraiment en plein dedans. On prend rarement des buts sur des attaques bien construites et placées de l'adversaire. Ça arrive, bien sûr, mais c'est assez rare. Ou sur des contre-attaques, comme ça avait pu être le cas il y a 2-3 ans, où on en prenait énormément, à cause de notre charnière qui était un peu vieillissante et lente surtout. Là, ces temps-ci, les buts qu'on prend, ça vient toujours d'une perte de balle ou d'une mauvaise sortie ou une mauvaise relance de la part de nos joueurs. Et j'ai vraiment l'impression qu'on donne nos buts, quoi, et on se fait un peu battre dans notre propre jeu, quoi. Et c'est dommage que dans le reste du jeu est très bon à Monaco. On défend bien tout le reste du match, mais on va avoir ces petits trous d'air où on va pas réussir à sortir correctement un ballon, où on va faire attention et on les paye cash. C'est ça le pire. Bon.
Ouais, Surtout c'est là, sur ça. ce match, en 2 actions, ils ont mis la misère. Et c'est vrai qu'on additionnait à la première action que Ben Yedder met pas. Je peux comprendre qu'au bout d'un quart d'heure de jeu, le moral des joueurs, il est au fond des pâquerettes. Ouais, bah, il est même au fond dès le 1-0 parce que t'en parlais Boris, mais c'est vrai que à partir de ce but, et déjà ce but, il y a plusieurs erreurs, mais ça va être un enchaînement d'erreurs, d'approximations techniques, de passes en touche, de passes pas dans le bon tempo, de joueurs qui se comprennent pas. Enfin bref, ça faisait peine à voir presque. Ouais, on a vraiment l'impression que Monaco, le ballon brûle les pieds des joueurs qui savent pas quoi en faire. Ce qui est, ce qui est vraiment, je te rejoins, plus un problème mental, je pense, à ce niveau-là, parce qu'ils nous ont montré dans d'autres matchs qu'ils avaient cette capacité technique à jouer beaucoup mieux que ça, même à résister au pressing. Hein. On a vu des équipes qui faisaient du pressing face à Monaco et Monaco qui s'en sortait bien. Là, ce soir, on a un Marseille qui est très sûr de lui durant cette période-là, qui perd pas beaucoup de ballons, qui est très précis. Et nous, à l'inverse, on n'a pas tout à fait l'impression de pratiquer le même sport. On est en grande panique dès qu'on a le ballon. On s'entête un petit peu à vouloir ressortir propre, alors qu'effectivement, au bout de 2 ou 3 situations, on se fait avoir. Il y a peut-être question d'adapter un petit peu. Quand on n'y arrive pas, c'est pas la peine de persister. On n'avait peut-être pas les joueurs pour ressortir ce soir proprement. Mais ouais, Monaco, grande difficulté technique sur au moins une grosse demi-heure du match. Ouais, mais après, voilà, c'est ça qu'on finit peut-être un poil mieux de la mi-temps, pas triste, même si on en parlait, hein, ce manque de créativité. Au final, nos occasions, bon, il y a cette belle reprise de volée de Voland, mais de toute façon, qui était signalée hors jeu. Mais il faut quand même noter que. Ouais, mais qui aurait été revue à la VAR si elle avait été au fond du coup. Ouais, parce que c'est limite, C'est pas faux. comme leur jeu avant. Pour moi, il est pas faux. Hein. C'est pas faux, c'est pas faux. Avec leur système de double ligne, il y a moyen qu'il le soit. Enfin bon, en tout cas, on le saura jamais. On peut la compter quand même. On peut la compter cette occasion. Et en tout cas, mais c'est une occasion qui sort un peu de nulle part, quoi. C'est vraiment une ouverture très lointaine de Caillot. C'est pas du jeu construit, quoi. C'est aussi que la défense de l'OM n'était pas toujours bien en place et on a eu d'autres occasions comme ça, en deuxième mi-temps notamment. L'OM, c'était pas l'assurance touriste derrière non plus, hein, non. Mais c'est pas du jeu construit, quoi. Mais après, on le voit, voilà, au niveau des frappes, bon, c'est pas extraordinaire, mais c'est vrai qu'on en a cadré 4 et pour la première mi-temps, j'ai en mémoire aussi Patrice ce coup franc de Badiachil que va bien chercher Mandanda et bon, ça nous montre encore une fois que voilà ce que c'est un gardien de but. C'est vrai que ça fait 2 ans qu'on cherche. Bon, bah voilà. c'est toujours plaisant de voir qu'il y a des équipes qui ont des gardiens dignes de ce nom. Presque. Et réguliers en plus, hein, parce qu'évidemment, il y a eu quelques bonnes prestations par-ci par-là, mais globalement, elles sont assez catastrophiques. Et donc Monaco, voilà, qui rejoint les vestiaires mené 2-0. L'impression qu'il n'y a pas vraiment de solution, l'impression qu'en plus, même sur le banc, il y a évidemment les entrées de Pellegrini pour avoir un buteur et de Jovetic peut-être pour apporter un peu plus de technique et enfin peut-être trouver un joueur capable de faire cette passe clé. Mais Boris, c'est dans un premier temps Maripane qui va rentrer à la mi-temps et qui va remplacer Badiachil. Alors peut-être touché physiquement, à minima d'être touché moralement. Ouais, c'est vrai que très surpris, mais encore une fois, un petit peu comme face à Lille. Alors Lille, c'était plus en fin de match, mais on avait eu la même question avec Patrice, parce qu'il y avait déjà eu ce changement-là. Je crois que c'était vers la 80e contre Lille. On n'avait pas trop compris la raison. Je ne l'ai pas trop compris ce soir non plus, parce que j'ai rien vu physiquement. Peut-être qu'on va apprendre quelque chose après coup. Et puis, dans le match, effectivement, on l'a dit, il est fautif sur le premier but. Pas particulièrement bon, mais il n'était pas particulièrement en dessous des autres non plus pour moi. Il se reprenait même plutôt pas trop mal, je le trouvais même presque plus dans le ton du match qu'un 10 assis. Donc j'ose espérer que c'est pas pour une raison technique, peut-être plus pour un... Enfin, je souhaite pas non plus un problème physique, mais sinon je comprends pas ce changement-là non plus. Effectivement, moi j'espérais du Pellegrini, du Jovetic, sans être sûr que ça soit la solution, mais au moins tenter un truc, quoi. Et avoir des profils vraiment différents de ce qu'on avait sur le terrain. Mais ce changement-là, je l'ai pas compris et c'est vraiment du pur poste pour poste, quoi. C'est vrai ça, moi, que je reproche, c'est le poste pour poste. Ouais. On s'attend à un changement tactique pour essayer de faire quelque chose, pour essayer de changer, parce que sur cette première mi-temps, on est complètement absent. Et du coup, il nous fait un changement poste pour poste, donc qui apporte absolument rien, parce qu'en plus, c'est vraiment des profils assez similaires. On n'est pas sur un Maripane qui se projette énormément ou qui. Même moins que Badiachil. Ouais, voilà, donc du coup, on a l'impression qu'on repart et on fait exactement la même chose alors qu'on a envie qu'il y ait des changements. Alors après, est-ce qu'il a demandé
plus d'échauffement à deux attaquants qui sont rentrés très très rapidement. Hein. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas eu ces changements à la mi-temps. Je sais pas, mais ça m'a paru très bizarre en tout cas qu'on rattaque le match juste avec cette petite modification qui apportait rien dans le jeu. Ouais, à la limite. Surtout quand Badiachil, il a rien de pas très fautif, pas diminué. C'est vrai que ça paraît surprenant. Quoi. J'aurais plus compris à la limite qu'on passe à 3 derrière. Mais quitte à libérer un peu plus les latéraux parce que nos milieux offensifs étaient pas forcément hyper inspirés, alors qu'on voyait des situations notamment pour Aguilar, peut-être le mettre encore un peu plus dans des bonnes situations, mais si c'était pour rester à 4, on apprendra peut-être un problème physique. Mais... On verra. En tout cas, voilà, cette seconde mi-temps, Patrice, bon, c'est vrai que tu viens de le dire, va quand même assez rapidement y avoir la double entrée de Pellegrini Jovetic en lieu et place de Folland et Gelson Martins. Mais au final, Monaco qui va pousser timidement, mais sans réellement se procurer de vraies grosses situations. Non, on s'endort. En plus, cette partie-là du match, c'est vraiment le moment où j'ai vraiment lâché. J'ai eu du mal à tenir, à vraiment être concentré sur le match, à bien regarder. J'ai l'impression qu'il se passait vraiment rien, que les deux équipes s'annulaient un petit peu. Il n'y a pas d'action vraiment spécifique. Alors, le seul truc qui me faisait un peu rager, moi, c'était l'arbitrage parce qu'il était un peu trop actif. Au niveau des cartons, parce que les Marseillais, depuis le début de la partie, enchaînaient les fautes pour nous casser le jeu. Alors certes, c'est des petites fautes et qui méritaient très rarement plus qu'un coup de sifflet. Mais bon, l'accumulation de fautes, à un moment donné, doit aussi se faire sanctionner pour que ça s'arrête. Voilà. En plus, il y avait l'action sur Ben Yedder où il est très retenu, je trouve, dès l'entame du match, de la deuxième mi-temps, où c'est quand même assez litigieux de ne pas aller mettre un penalty là. Voilà, donc non, on a mis un moment avant d'arriver à avoir une action pour pouvoir espérer revenir un peu dans le score. Bah, c'est vrai, Boris, que le penalty, il va chauffer à plusieurs reprises parce que bon, il va y avoir cette action, il va y avoir également le coup où il y a eu la VAR. Alors très honnêtement, j'étais sur le rugby à ce moment-là, donc j'ai pas tout compris. Je reviens sur Téléfoot et j'entends penalty pour Monaco et puis au final, non, c'est que les commentateurs avaient mal compris le signe. J'ai cru aussi moi au penalty. C'était quoi en fait? Il y a une faute de Volland à l'origine, c'est ça? C'est ce que j'ai fini par comprendre, parce qu'en fait, c'est marrant, mais moi aussi, en voyant la VAR, alors moi j'étais très concentré, mais tellement l'habitude de regarder la main que je regarde que ça, et du coup j'étais assez convaincu que ça allait siffler penalty pour Monaco. Parce que avec l'interprétation des règles, encore une fois, moi je suis pas, on en a déjà parlé plein de fois, je suis pas hyper adepte de siffler ce genre de penalty, mais je pensais qu'il allait l'être. Et avec le geste de l'arbitre, j'ai cru qu'il l'était. Mais non, effectivement, faute de Volland. Je regardais le match pas sur Téléfoot pour des raisons que vous pouvez deviner. Donc j'avais pas les commentaires en français, mais j'imagine que c'est ça. Ouais, non, de ce que j'ai compris en tout cas, c'est que l'arbitre sur le jeu ne siffle pas. C'est le camion VAR qui rappelle l'arbitre en disant il y a un penalty pour eux. Et du coup, l'arbitre regarde la faute et la main, du coup, qui est véritable. Hein. Il y a bien mis une main en tout cas de Sakai de mémoire qui fait une main dans la surface. Mais du coup, l'arbitre revient à la faute et je crois pas que ce soit Volland. Je crois que c'est encore avant. C'est de Ben Yedder a priori. D'accord, ok. Donc, en tout cas, il ne donne pas le penalty parce qu'il y a une faute avant cette action-là. D'accord. Et il va y avoir une autre situation, Boris, pas du tout sifflé et pas non plus revu à la VAR. Je crois que c'est Dizazi qui est poussé dans le dos. Pour moi, c'est la plus flagrante des trois. Plus que poussé, pour moi, il est vraiment retenu par. Ça doit être Sakai, du coup, c'est côté droit. Je pense. Ou Sakai et Nagano, j'ai confondu un petit peu. Mais pour moi là il y a vraiment c'est beaucoup plus litigieux. Pour moi c'est un penalty, hein. Il est vraiment gêné dans son saut, il est retenu, donc pour moi là-dessus il y avait penalty et c'est vrai qu'on n'a même pas été le revoir à la VAR, donc dans le feu de l'action on a continué. Et puis finalement le penalty, Patrice, on va finalement l'avoir à une dizaine de minutes de la fin du match. Penalty sûr et transformé par Ben Yedder. Ouais, bon là, il n'y a pas photo, parce que du coup, quand on voit les images, on voit bien que Thauvin met son pied dans le visage de Ben Yedder qui veut non pas la jouer pour faire une frappe, mais qui veut la remiser à Pellegrini, je pense, qui est au centre. Il en est complètement empêché, parce qu'il a le pied de Thauvin à travers le visage. Donc, ouais, penalty assez logique, que du coup Ben Yedder tire lui-même, ce qui est logique, c'est aussi notre tireur de penalty.
Et on a eu peur, parce que du coup, d'une, c'est Mandanda en face qui le connaît en équipe de France, avoir sûrement fait quelques séances avec lui, et surtout, il le tire vraiment très très bien, Ben Yedder, mais Mandanda pour bien du bon côté, et il n'est pas si loin que ça de l'attraper. Et puis les Marseillais ont bien réussi à faire perdre 2 minutes avant de tirer le penalty, ce qui n'est jamais très bon signe. Ouais, pour les superstitieux, on n'aime pas en général quand ça s'éternise. En tout cas, ce but arrive, mais ce but arrive tardivement. Alors, c'est moins tardif qu'à Lille, mais au bout du bout, le résultat est le même. Monaco s'incline 2-1. Monaco qui va pas réellement se procurer d'autres situations sur la fin de rencontre. Un mauvais résultat, Boris, une deuxième défaite consécutive, et surtout, comme on le disait, une défaite contre ce qui peut s'apparenter à des concurrents directs à l'Europe, que ça soit la grande ou la petite. Ouais, c'est ça, c'est que là on prend vraiment un petit recul assez marqué sur Marseille, 4 points avec en plus de matchs en retard. On est sous la menace aussi de Lille et Lyon qui vont jouer demain, qui peuvent vraiment prendre le large. Demain ou ce soir, je suis pas tout à fait sûr. On était avec eux pendant plusieurs journées, on était vraiment à la lutte avec ces équipes-là. Là, on prend un petit retard assez marqué. On va plus être dans une zone avec des Montpellier, des Angers, des équipes comme Lens. Voilà, la saison, elle est encore longue, mais peut-être qu'on est dans un troisième chapeau aujourd'hui. Hein. Il y a le PSG qui serait dans son propre chapeau, Lille, Lyon, Marseille qui vont très fort en ce moment, et nous peut-être qu'on est un cran derrière. Quoi. Ouais, surtout que je crois que demain c'est Paris-Lyon. Oui. Donc c'était l'occasion de faire un énorme coup, quoi, de récupérer 3 points directement sur l'OM et potentiellement également sur Lyon. Paris quand même, pour une fois, ils n'ont pas déjà 15 points d'avance, donc il faut qu'ils se sortent un peu les doigts, et ils semblent aller beaucoup mieux. Donc on peut quand même penser à une victoire de Paris demain. Mais bon, tout ça, c'est de la science-fiction. On a perdu, et maintenant, on espère que Lyon ne va pas gagner, parce que de toute façon, Paris, on va bien de le dire, c'est pas notre concurrent. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce que font ces 4-5 équipes. Et donc on espère tous demain la victoire du PSG pour permettre en tout cas de ne pas être trop décroché de Lyon. Messieurs, les tops, ou plutôt j'ai envie de dire le top et les flops, on aurait même pu en mettre beaucoup plus, mais bon, la case n'est pas extensible et je voulais pas non plus qu'il soit complètement rapproché. Mais bon, on va commencer par le point un petit peu positif de la rencontre. Patrice, c'est Diop qu'on a vu... imparfait évidemment, mais tenter plusieurs choses, obtenir beaucoup de coups francs. Également sur l'action du penalty, je crois qu'il est quand même bien à l'origine de la chose. Donc, le seul joueur vraiment à avoir sorti une prestation digne de ce nom. Ouais, c'est pas un très bon match de Diop, mais c'est en tout cas lui qui ressort, je trouve, qui est au-dessus des autres. Un début de match assez compliqué, j'ai trouvé qu'il avait du mal. Mais très rapidement après il s'est beaucoup plus imposé, très bon contrôle en tout cas du ballon. On lui prend très difficilement le ballon, il a une très bonne protection de balle, il arrive très bien à tourner un peu comme le faisait Bernardo, d'arriver à contrôler son ballon et à tourner autour du joueur pour repartir après dans un autre sens et arriver à faire circuler le ballon. Non, je parle pas qu'il a le même niveau que Bernardo, je trouve qu'il a la même taille gestuelle sur son contrôle. Patrice compare Diop à Bernardo. On lui souhaite en tout cas, on lui souhaite. Ah oui, ça voilà, et du coup, il a joué un peu un rôle de 10. J'ai trouvé que c'est plus lui qui était un peu à la construction, à faire changer le jeu de sens sur les côtés. Voilà, donc sur le penalty, oui, c'est lui qui, de mémoire, qui fait l'ouverture sur Ben Yedder. Donc voilà, pour moi, c'est encore une fois, depuis le début de la saison, on n'arrête pas de le dire, ça reste encore un des joueurs qui est au-dessus des autres dans notre équipe, quoi, à notre grande surprise. Les flops maintenant, Boris. Alors, on a choisi ces 3-là. Je te laisse parler de celui que tu as envie. De toute façon, le choix est large. C'est pas facile, là. Il y a l'embarras du choix. Il y a une belle brochette. Je vais partir sur Caio, Enrique, parce que, en fait, pour moi, c'est pas forcément un des 3 pires du match. Mais c'est aussi pour symboliser un petit peu
après un très bon départ de sa part, un très bon début de saison, un petit recul quand même depuis 2-3 matchs aussi où il trouve un petit peu plus en difficulté défensivement, c'était déjà le cas contre Lille, mais aussi offensivement où on le voit plus du tout et on voit une nette différence avec un Aguilar par exemple. Donc voilà, il est fautif sur le deuxième but, il n'est pas particulièrement inspiré le reste du temps, donc voilà, il rentre un petit peu dans le rang, c'est pas complètement anormal, mais à surveiller quoi, de sa part. Moi, de mon côté, je suis parti sur Ben Yedder. Je vais pas en rajouter parce que j'en ai déjà pas mal parlé sur mon point et que voilà, c'est une critique globale que j'ai globalement sur son début de saison. Je sais pas s'il a trop la tête à Monaco. Alors évidemment, c'est toujours les sensations qu'on a et surtout que c'est quand même notre plus gros joueur de l'effectif. Donc la peur qu'il parte. Il y avait eu des rumeurs pour Barcelone qui se cherche désespérément un attaquant de pointe. Donc on verra ce qui va se passer au mercato d'hiver, mais très déçu de Ben Yedder et évidemment en point d'orgue cette occasion qui aurait peut-être, je dis bien peut-être, pu changer complètement le match, tant qu'on sait que les Marseillais ne sont pas non plus l'équipe la plus solide de ce championnat mentalement. Enfin, Patrice, je vais te laisser parler de Gelson, qui est un habitué de ce tableau. Alors j'ai envie de dire, il est vraiment habitué parce que j'ai la sensation qu'il est souvent dans les flops, mais également dans les tops. Il n'y a pas vraiment de juste milieu avec Gelson. Non, bah ça dépend si Damien fait l'émission ou pas. S'il a les flops, Bah, il la fait pas. Il la fait pas, il est quand même dans les flops. Hein, tu vois non, clairement, parce que c'est vrai que moi, je l'ai mis dans les tops dans les matchs précédents, parce que du coup, il avait fait de bonnes performances, et là, il retombe un peu dans ses travers, avec surtout au début de match où il a énormément de pertes de balles, à vouloir dribbler les joueurs, à vouloir faire un peu des tout droits, et du coup, il a perdu énormément de ballons sur ce match-là. Il n'a rien apporté. Je ne vais pas se souvenir de façon qu'il fasse de frappe ou d'action vraiment spécifique qui devrait, qu'un joueur de son niveau devrait. Bah, en tout début de rencontre, c'est lui qui commence cette action sur la gauche avec un dribble réussi dans un petit périmètre qui va aboutir de l'autre côté sur le centre Aguilar Ben Yedder. Mais c'est à peu près tout, quoi. Ouais, voilà. Et c'est très peu, hein. C'est pas non plus extraordinaire. C'est très peu pour un joueur qu'on a payé 25 millions. Quoi. C'est lui qui fait le dribble, mais c'est Ben Yedder qui récupère le ballon. Donc, bon, pas non plus. C'était pas extraordinaire. Les prestats individuels, Boris, bon, rapidement sur notre gardien de but, hein, Manonnet. Très difficile à noter. Y a pas, on l'a dit, il n'est pas fautif sur les buts. Je pense pas qu'il fasse vraiment d'otaré. Même les 2-3 autocases qu'ont eu les Marseillais, c'est pas Manonnet qui les a sortis. Donc ça me rappelle un peu du Benaglio à l'époque où il prenait des casquettes tout le temps, mais il était jamais vraiment fautif. Je revois un peu du Diego Benaglio en lui, mais ouais, c'est le match impossible à évaluer quoi, pour un gardien. Patrice Aguilar, qu'on aurait pu presque mettre dans les tops, mais bon, pas non plus, ça méritait pas non plus ça, quoi. Non, parce que du coup, il est impliqué aussi sur le premier but, où du coup, bah, il y a une mésentente avec Dissassi, et du coup, c'est lui qui fait la perte de balle, qui amène derrière le but. Derrière ça, bah, du coup, il a une belle activité sur son côté, comme d'habitude. Il est très percutant, il fait beaucoup de centres. Je trouve que l'entente avec Diop est pas mal. Si on le regarde pendant le match, il fait énormément d'appels qui sont pas toujours servis. Mais en tout cas, il a vraiment une très très grosse activité. Physiquement, il est assez impressionnant quand même. Et à noter aussi ses contrôles de balle, quand même, quand les ballons sont assez forts et tout, c'est vraiment collé au pied. Hein, de ce côté-ci, il est très très bon. Ouais. Mais voilà, après, pas non plus de grosses actions, hormis le centre qu'il fait sur Ben Yedder au début du match. Pas de mise en situation vraiment dangereuse dans ce match-là. Ouais, je l'ai trouvé un petit peu moins saignant quand même que lors de ces dernières apparitions. Badiachil, je vais m'en occuper, hein, évidemment, vu que c'est mon grand pote. Benoît Badiachil, que dire, bon, c'est pas catastrophique, hein, mais toujours les mêmes soucis, hein, c'est qu'il est d'une softitude absolue. Moi, il m'agace, j'ai envie de le secouer. Il y avait la stat, hein, c'est le premier joueur né à partir de 2001 à effectuer 50 matchs dans l'élite européenne, si on peut considérer que la Ligue 1 c'est l'élite européenne. Je suis pas convaincu. Il y en a combien de trop? Peut-être 49. On
On n'ira pas, on n'ira pas jusque-là, mais voilà. Il est sorti à la mi-temps et bon, je sais pas, peut-être tenter un Matsima qui, toutes les fois où on l'a vu, a été très bon. Donc, j'ai envie de dire pourquoi pas. Boris, je vais te laisser parler de Dizazi et je me rends compte que je n'ai pas son illustration. Comme quoi, en fait, j'avais pas complètement tout fait. J'ai oublié quasiment l'essentiel, mais bon, je te laisse parler de Dizazi plus en difficulté. Hein. Bah, tu peux mettre la coiffure de Gelson sur le corps de Badiachil et ça sera pas tout à fait ça, mais on sera pas si loin. Disasi, ouais, moi je le disais tout à l'heure, je l'ai trouvé moins bon cette fois que Badiachil, moins patron. Je l'ai pas vu du tout patron ce soir. Je l'ai presque retrouvé un peu son match face à Lyon, beaucoup plus en difficulté, du mal sur Benedetto notamment. Et puis ouais, pas particulièrement inspiré sur le premier but, pas d'erreur massive à côté, mais il manquait aussi ce côté. Je trouve que c'est un joueur qui dans ses bons matchs apporte beaucoup mentalement parce qu'il est agressif, il motive les joueurs, il fait des interventions quand même assez marquantes. Ce soir il n'y avait pas du tout ça, il était beaucoup plus effacé, donc assez déçu. Ouais, il n'a pas joué son rôle de patron derrière. Fofana, Patrice. Ouais, un match un peu moyen, un peu de perte de balle, on l'a pas vu énormément au pressing, pas la même activité que d'habitude. Après, assez rapidement, il s'est retrouvé en sentinelle basse, parce que du coup, de 4-4-2 à plat, on est passé en 4-4-2 losange quand Jovetic et Pellegrini sont rentrés. Parce que Jovetic s'est mis en 10 et du coup, ça a décalé Tchouaméni sur un côté aussi, c'est assez moyen. Voilà, pas un gros match. À noter que du coup, il a pris encore un jaune, ce qui fait le 3e en 4 matchs, assez court, quoi. Donc il le suspendra. À voir, parce que vu qu'on joue en semaine, ça va être dans 3 matchs maintenant, je pense. Ouais, bon, je vais parler de Tchouaméni que je n'ai pas non plus en vignette. Je sais pas, il s'est passé un truc. Non, mais il s'est passé un truc bizarre dans OBS. Voilà, je te l'ai laissé 5 minutes la semaine dernière, Patrice, et c'est une catastrophe. Et en plus, t'as même pas réussi à faire un live, bah putain. Non, mais plus sérieusement, Tchouaméni, déçu de sa prestation. Si on a eu du mal à ressortir proprement les ballons, c'est aussi en partie de son fait, parce que c'est souvent lui qui apporte un peu cette touche technique au milieu de terrain pour relancer propre et court. Il n'a pas été capable de le faire. Pour le coup, lui enchaîne les prestations sans carton jaune. Est-ce qu'il va réussir moi, c'est mon fil rouge. Hein. Va-t-il réussir à faire ses 10 rencontres sans jaune? Il en est à 7, si je ne dis pas de bêtises, ce qui est déjà extraordinaire. Mais bon, voilà, la prestation est très, très, très décevante. Boris, on a fait quasiment tout le monde dans les titulaires, mais il nous reste Volland. Ah bah j'avais même pas vu qu'il avait joué ce soir, Volland, donc il fait une super reprise de volée. Ouais, c'est vrai qu'il y a une belle. Le geste est vraiment beau en plus. C'est quasiment le seul truc qu'il a fait du match, mais ouais, un Volland moins inspiré. Je commence à croire à la thèse du Volland joueur à domicile. Il y a des joueurs comme ça qui aiment pas jouer hors de leur base. J'ai l'impression que c'est un petit peu son cas. On l'a pas vu ce soir et effectivement quand lui et Ben Yedder sont en difficulté comme ça, n'apportent quasiment rien dans le jeu. C'est compliqué quoi parce qu'on trouve pas de solution avec ces joueurs-là. Volland de toute façon il l'a très peu montré depuis le début de saison. Il a plus montré du sang-froid devant le but quand il avait des occasions. Ce soir il n'a pas eu les occasions. Donc c'était vraiment un match fantomatique de sa part. Maripane, Patrice, qui a joué du coup toute une mi-temps, vu qu'il a remplacé Badiachil à la pause. Il a fait quelques conneries lui aussi, hein, ça aurait pu nous coûter des buts. Voilà, je sais pas ce que tu as envie de rajouter. En tout cas, ça semble visiblement être une vraie douille à 18 millions d'euros. Quoi. Non, pas grand chose à dire sur lui, parce que du coup, c'est vrai qu'on l'a peu vu, à part comme tu dis, des boulettes à un moment donné qu'il a pu faire, qui aurait pu nous coûter cher. À côté de ça, c'est nous qui avions le pied sur le ballon, c'est nous qui avions les actions. Marseille défendait beaucoup. Donc au final, il s'est pas retrouvé souvent à défendre, c'était plutôt à faire circuler le ballon dans les phases de transition qu'on pouvait avoir. Donc, pas grand chose à dire, mais en tout cas, ça donne pas plus envie de le revoir que ça par rapport à Badiachil. Donc, oui, comme tu disais, la solution de Matisma, si vraiment Kovac veut faire des changements dans sa charnière, quoi, mais voilà, pas une bonne entrée pour moi, je la comprends toujours pas, cette entrée d'ailleurs. Je vais m'occuper de Pietro Pellegrini, qui a un peu bouffé la feuille, peut-être sur une occasion. S'il avait été un peu plus réactif, il aurait peut-être pu trouver Ben Yedder seul
C'était pas une passe forcément très dure à réaliser, mais la balle était en train de rebondir. Il a préféré prendre tout son temps pour envoyer une saucisse dans Sacoche, le. Ouais, c'était même pas une sacoche parce qu'il n'y avait pas de puissance. Donc un petit salami. c'était une saucisse. Ouais, voilà, c'est parti dans le petit filet de Mandanda. Bon, il a été lancé une ou deux fois en profondeur. On avait eu l'impression, hein, il y a maintenant autant jadis que c'était un joueur avec des grosses qualités de vitesse. Visiblement, il les a pas complètement retrouvées. Donc, on va attendre. Déjà, la bonne nouvelle, c'est qu'au moins il joue. On le voit. Il a besoin de jouer. Il faut rappeler que ça reste un joueur très très jeune et en plus avec du coup très très peu d'expérience depuis qu'il est à Monaco. Donc, c'est à revoir évidemment, mais ça reste insuffisant. Et est-ce qu'il peut vraiment concurrencer un Ben Yedder en grande difficulté? J'en suis même pas sûr. Donc, c'est également un potentiel problème. Boris, je vais te laisser parler de ton petit chouchou, Jovetic. Ouais, qui est en train doucement de devenir un chouchou pas bon. Jovetic, même si j'oserais pas dire ça pour lui, mais ouais, j'ai pas vu grand chose non plus. Il est rentré. Je trouvais que son entrée, elle était évidente dans le sens où c'est un joueur qui peut amener cette touche de créativité, de faire ce décalage en une passe, etc. Mais qu'il ne l'a pas particulièrement montré ce soir. Je ne l'ai pas vraiment vu. De manière générale, depuis qu'il est revenu de sa dernière blessure, donc début d'année quasiment, j'aime moins ce que je vois de sa part. Il faut dire aussi qu'il a eu beaucoup moins de continuité. Il est assez peu titulaire, là surtout avec Kovac, je pense qu'il l'a quasiment jamais été. Peut-être que j'aimerais quand même le voir débuter un match, être associé avec Ben Yedder sur un des prochains matchs, peut-être où il y aura un peu plus de place pour du turnover. Mais en tant qu'impact player, je le trouve pas particulièrement inspiré. Je suis pas très fan de ce que je vois depuis un moment de sa part, malheureusement. Patrice Enzo Mio également est rentré en fin de rencontre. Jeune joueur qu'on voit de temps en temps quelques minutes. Assez surprenant, parce que du coup, c'est plus Matazo qu'on voyait ces temps-ci. Après, il me semble que Matazo a un rôle un peu plus défensif et Milo un peu plus offensif. C'est peut-être pour ça qu'il y a eu ce choix. Moi, j'ai bien aimé son entrée. Bon, c'est pas non plus extraordinaire, mais en tout cas, voilà, il s'est mis sur le côté du losange à la place de Tchouaméni. Une bonne activité, il s'est bien battu sur les ballons qu'il avait. Il a tenté des frappes, même si sur la première, il doit peut-être plus décaler Ballo-Touré pour un centre. Après, il peut surprendre Mandanda si la frappe n'est pas contrée par les cuisses de Sakai. Voilà, donc non, voilà, il a pas peur, il donne, ça fait plaisir de voir des fois des jeunes comme ça du centre tout donner sur un match. Voilà, les cracks. De toute façon, sur le banc, il restait vraiment plus grand chose, donc c'était vraiment lancer une cartouche, quoi. Dans quelques années, on le retrouvera dans ton trade des cracks. Des cracks qui n'ont rien fait, c'est ça. Bon, Boris, je vais te laisser terminer par ce bon vieux Fado, ballon troué. On se demande toujours. Boris, reste avec nous, Boris. Bon, Patrice se demandait il y a une minute si Millau n'aurait pas dû décaler ce bon vieux Fodé. J'ai envie de dire non. Il faut toujours mieux prendre sa chance que décaler Ballo-Touré, même s'il est seul. Hein. Ah, j'en peux plus de le voir, il rentre à chaque match en plus. Ça me saoule honnêtement à chaque fois de le voir. Même un Caillou à moitié en forme, je trouve est tellement meilleur. Pas particulièrement ce soir, j'ai pas particulièrement grand chose à reprocher à Ballo-Touré. Hein. C'est beaucoup du délit de faciès, mais voilà, j'avais pas envie de le voir. Effectivement, il vaut mieux éviter de lui donner le ballon. Après, 1 sur 10 de ses centres sont quand même de qualité parfois. Hein. Je ne sais plus si c'était contre Strasbourg ou je ne sais plus quoi qu'il avait mis un caviar. Mais c'est tellement rare, ça ne vaut pas le coup. J'en ai marre de voir ce joueur. J'espère ne plus le voir. Malheureusement, je pense qu'on le reverra de temps en temps. Bon, voilà, messieurs, qui conclut ce formidable débrief, cette défaite donc à Marseille 2-1, Monaco qui perd contact avec en tout cas l'Olympique de Marseille. En attendant, on l'a bien dit, les résultats de Lyon et de Lille. Demain pour Lyon et Lille, je pense aussi, vu qu'ils ont joué jeudi, donc c'est forcément demain. Voilà, la prochaine rencontre, c'est donc ce mercredi, là ça va un petit peu enchaîner, jusqu'à Noël, on va jouer 2 fois en semaine. Donc ça sera face à Lens.
Mais avant ça, on se retrouvera lundi pour un mur des légendes sur YouTube. L'upload devrait être réalisé en fin d'après-midi, mais avant, on le fera en live pour une fois sur Twitch, donc certainement vers 17h. On ne sait pas, il faut qu'on se mette d'accord entre nous au niveau de l'horaire, Boris. Hein, voilà, c'est toi qui vois. Bon, en tout cas, merci messieurs de m'avoir accompagné pour cette émission. Le prochain débrief, c'est donc ce mercredi. Sinon, lundi, le mur des légendes. Merci Patrice, merci Boris de m'avoir accompagné. Messieurs, d'ici là, portez-vous bien et Dagemunegu. Et bisous.